Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après un certain temps hein, pour une vidéo spéciale Plib parce que ben voilà, ça y est, j'ai lu les 5. J'en avais lu un il y a un moment déjà, mais j'avais fait une chronique. Oui, j'avais fait une chronique. Mais voilà, je la refais comme ça, je fais un point lecture spécial Plib, spécial finaliste du Plib. Car bah voilà, il faut que ça se fasse, hein, il faut que ça se fasse, ça y est, j'ai lu les 5, donc bah on y va. Écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Donc messieurs dames, on y va tout de suite avec celui que j'avais déjà lu, La princesse sans visage d'Ariel Holz chez Slalom. Donc c'est le premier tome des Royaumes immobiles. Alors je me suis préparé des petites fiches, je me suis préparé des petites fiches lecture. Alors celui-là ça faisait un moment en plus, donc il a fallu que je me remette un peu dedans. Alors oui, 7 jeunes femmes sont candidates à la succession du trône de la cour d'automne. Ivy, l'une d'elles a passé sa vie enfermée à cause de sa condition physique. C'est une belle à mourir, c'est-à-dire que quiconque voit son visage est pris d'une folie meurtrière ou suicidaire. C'est pour ça qu'elle a toujours un masque et que voilà, ça s'appelle la princesse sans visage. Alors, on est sur des intrigues de cours, on est sur de la compétition, de la sélection un peu, vous voyez, plusieurs candidates pour voilà, des épreuves, pour s'éliminer les unes les autres. C'est un peu vu et revu pour moi, cette histoire aussi d'intrigues de cours. Bon, après, c'est pas ce que j'apprécie. Il y en a sûrement qui aiment, mais voilà, c'est pas ce que j'apprécie le plus en fantasy. L'histoire de sélection aussi, voilà, je pense que depuis la sélection, faut passer à autre chose. Et qu'est-ce que... Voilà, l'univers sympa, mais sans plus. Et ce qui m'a vraiment dérangé, en tout cas à ma lecture, c'est que cette histoire de princesse sans visage, ce ne soit pas exploité, ou quasiment pas. Il y a un moment où justement elle enlève son masque, je vais pas spoiler, mais c'est trop peu exploité. Ça s'appelle littéralement La princesse sans visage. Et ben c'est pas assez, voilà, c'est pas assez mis en avant. Voilà, il y avait un petit truc sympa à la fin où elle part dans un autre royaume, etc., etc. Je vais pas trop spoiler non plus. Voilà quoi. Voilà. Je suis pas sûre de lire le tome 2. Je l'ai pas lu pour l'instant. Il est sorti cette année, je crois. Oui, il est sorti cette année. Je suis pas sûre de le lire. Voilà. Ensuite, on passe... Je fais d'abord les livres papier. Comme ça, après, c'est bon. Et puis, je vous mettrai les petites incrustations pour ce que j'ai lu en e-book. On passe ensuite à Tiziri, le premier tome, Le choix d'Astar, de Alexiane Delis, chez Plume Blanche. Alors, là... Il faut repartir quelques 30 ans en arrière, je crois. La Terre a été envahie par des écomères, des envahisseurs extraterrestres qui ont terraformé la Terre comme ils en avaient envie. La faune, la flore est complètement différente et leur répond et sont tous en fait dans l'optique de détruire les humains. Voilà. Les quelques humains restants vivent sous un dôme dans un cratère en Afrique. Et on rencontre donc Tiziri, qui est une faucheuse, c'est-à-dire c'est une chasseuse, qui a pour mission en fait de nourrir la tribu, ouais, on va dire comme ça, son peuple, grâce à la chasse. Et en fait, elle s'éloigne de plus en plus de la zone de chasse autorisée et elle tombe nez à nez avec l'océan, qui est censé se trouver à des centaines de kilomètres de là. Donc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et puis, que penser aussi de cette espèce de soleil rouge, de lune rouge qui apparaît dans le ciel et qu'elle n'avait jamais vu avant. Et elle va aller, en fait, de découverte en découverte. Ce n'est que le début. J'essaie de pas spoiler, j'essaie de pas spoiler. Ah, c'est tellement frustrant, en fait. C'est hyper frustrant parce que je voudrais tellement vous en dire. Comment je pourrais vous donner envie? C'est une fable écologique, certes, mais avec un autre degré de réflexion. En fait, ça fait au moins 3 minutes que je cherche comment vous parler de ce livre sans le spoiler. De ce que je vous ai dit, en fait, voilà, bon, ça se lit très bien, voilà, on va parler du style, je peux pas vous en dire plus sur l'intrigue. On va parler du style. Donc, on est un peu sur une espèce de African fantasy, fantasy africaine, mais pas tout à fait parce que ben voilà, ça a été envahi par les extraterrestres, etc. Vous voyez, regardez, à chaque début de chapitre, on a des petites illustrations qui sont vraiment super. Là, on a
un tigre bleu qui est un personnage dedans, enfin pas un personnage mais un animal que Tiziri croise souvent lors de ses chasses. Donc ça se lit très très bien. Voilà, c'est hyper fluide, comme un peu tout le reste d'Alexiane de Lys, donc ça fait plaisir, c'est très fluide. J'ai été aussi contente parce que cette fois-ci, l'héroïne n'est pas tout de suite en mode oui, bah, c'est normal ce qui m'arrive, ok, tout va bien, comme il y avait pu avoir dans 200 d'écume et de glace, où Perséphone en fait apprend qu'elle est une sirène et tout de suite, d'accord, j'adore ça, j'adore être une sirène. Dans Les ailes d'émeraude, j'ai oublié le nom de l'héroïne, pareil, elle apprend qu'elle est une myrme, je sais plus, une espèce d'ange papillon, c'est pas trop quoi, et d'accord, y a pas de problème. Là non, en fait, il y a un petit temps d'adaptation, c'est plus vraisemblable. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà, je peux malheureusement pas vous en dire plus parce que ce serait du spoil, mais pas mal. Et il a gagné le prix des Aliénales, voilà, l'an dernier, donc je pense que ça veut dire quelque chose. Voilà, tirez-en vos conclusions parce que je suis très nulle en non-spoil en fait. C'est ça le problème, c'est ça mon problème en fait. Je parlais des heures pour ne rien dire, mais je suis incapable de pas spoiler en fait. J'ai envie de spoiler. Venez, on spoil. Non, je plaisante, on n'a pas le droit de faire ça. On passe à l'Empire de Cassandre Lambert chez Didier Jeunesse. On est dans une société totalement matriarcale où les hommes sont réduits à l'état d'esclaves et quand ils naissent en fait sont carrément envoyés sur une île pour vivre et être élevés entre hommes. On rencontre Adonna qui est la fille d'une riche matriarche de la cité. Elle est en état d'enfanter, mais bien sûr, elle est en âge d'enfanter, donc elle va devoir participer à la sélection des géniteurs et surtout en fait miser sur le géniteur qu'elle souhaiterait avoir, et les géniteurs en fait se battent dans un combat style gladiateur. On est dans une espèce de monde un peu Rome antique, antiquité romaine, sauf qu'il y a des choses en fait qui sont modernes. Par exemple, ils ont du carton, le carton c'est assez récent. Il y a aussi un autre métal, je ne sais plus quoi, qui est voilà une invention assez récente. Mais sinon, voilà, c'est très très axé antiquité romaine. Combat de gladiateurs, etc., etc. Alors, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai eu peur qu'on tombe dans une espèce de girl power un peu extrême, en mode les filles c'est meilleur que les garçons ça pue du cul. Pas du tout. Là, on est dans une société matriarcale extrémiste, mais vraiment, hein, ce qui arrive aux hommes, c'est une horreur. Ils n'ont pas le droit de parler. Je vais pas spoiler non plus, hein, voilà, on n'a toujours pas le droit de spoiler. Ce qui arrive aux hommes, c'est vraiment horrible. Ils n'ont pas le droit de parler sans qu'on leur donne l'autorisation. C'est à peine s'ils ont le droit de respirer, hein, voilà. Ils sont, s'ils naissent en fait, quand une femme accouche d'un garçon, le garçon est envoyé sur une île. Et s'il survit, c'est bien. S'il survit pas, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Donc j'ai bien aimé en fait montrer le côté extrême. Voilà, pour dénoncer en fait le patriarcat, c'est pas bien, mais de montrer aussi que si c'était une société matriarcale qui était en place, ça pourrait pas marcher non plus. À mon avis, enfin voilà, on peut pas commencer à réduire en esclavage des personnes sous prétexte qu'ils sont hommes ou femmes ou autre genre, etc., etc. Pour moi, il faudrait un équilibre, une égalité homme-femme. Donc voilà, j'ai bien aimé ce second message de bah oui, mais non, en fait, une société matriarcale, ça peut pas marcher non plus. Société patriarcale, matriarcale, ça n'est pas possible. Il faudrait une société égalitale. C'est beau ça, retenez-le. Julie 2027. Julie 2027 pour une société égalitale. À part ça, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit très très bien. On a l'alternance entre le point de vue de l'héroïne, Adonna, entre guillemets l'héroïne,
et le point de vue du garçon en fait qui va devenir éventuellement qui serait le géniteur en fait de ses enfants. Donc sympa de voir les deux côtés, de voir un petit peu un aperçu seulement de la vie sur leur île. Et là pour le coup j'ai bien envie de lire le tome 2 aussi. Voilà, pour voir ce qui va se passer parce qu'on part sur un cliffhanger à la fin. Donc ça m'intéresse. On part maintenant sur Mémoire de la forêt, le tome 1 de Michael Brun-Arnaud chez l'École des loisirs. Donc là, c'est un roman vraiment jeunesse. Alors, de quoi ça s'agit? Dans la librairie de d'Archibald Renard, tous les animaux de la forêt peuvent venir déposer leurs manuscrits. Un jour, Ferdinand Top vient chercher le sien parce qu'il est à la recherche de ses souvenirs. Malheureusement, le manuscrit a été vendu. Donc Archibald et Ferdinand vont partir à l'aventure dans la forêt. Moi, j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. À la recherche des souvenirs de la vieille Top, avec pour base 5 photos qu'il a retrouvées en fait dans son sac. Et ils vont vivre en fait un tas d'aventures tous les deux. Dans la forêt. Alors, c'est clairement un roman autour de la maladie d'Alzheimer. Ferdinand Top est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Et il y a pas mal de moments où en fait il est perdu en fait dans ses souvenirs très lointains et où il est paumé en fait avec ce qui se passe dans le présent, ou alors dans le passé très proche. Des fois il est enfermé dans le passé lointain quand il était enfant, etc. C'était très très émouvant, vraiment, très bien fait, très bien expliqué, pas du tout dans le misérabilisme, mais ça restait très très émouvant. J'ai pleuré, j'ai pas mal pleuré parce que je pleure beaucoup. J'ai pas mal pleuré, mais voilà. Pareil, ça se lit très très bien. J'ai vu qu'il y avait un deuxième tome. Je sais pas si je vais le lire parce que voilà, donc c'est assez jeunesse. Et puis là, en fait, je l'ai lu pour le Plib. Sinon, je sais pas si forcément je serais allée vers ce roman. Voilà. Il y a des petites illustrations par-ci par-là, donc très très agréable à lire. Qu'est-ce que je peux encore en dire? Sans spoiler évidemment. Non, c'est tout. J'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré. C'est comme ça. Et on termine avec Sistra, le tome 1 de Marine Stengel. Je sais pas si je prononce bien, chez Plume Blanche. Alors, comme solution à la surpopulation, le continent européen a mis en place la loi Sistra, c'est-à-dire une politique de l'enfant unique. S'il naît un deuxième enfant, les deux sont enlevés à leurs parents et élevés séparément, l'un dans l'institut des érudits, l'autre dans l'institut des forts, et ne se retrouvent qu'à la majorité de l'aîné, le jour où ils vont devoir s'affronter à mort pour qu'il n'en reste qu'un. Kali, qui est heureuse avec ses parents, petite fille de 5 ans, toute mignonne, voit sa vie complètement chamboulée le jour de la naissance de sa petite sœur interdite, Kaya. Donc elles sont enlevées, etc., etc., vous avez compris, et elles ne se retrouveront que le jour de leur majorité. On les retrouve le jour de la majorité de l'aîné, de Kali, et elles doivent s'affronter voilà, pour respecter la loi Sistra. Alors, j'avais très très hâte de lire ce livre, de lire ce roman. C'est pas que j'ai été déçue, mais je m'attendais pas à ça. En fait, il y avait beaucoup de longueur. Le début à l'institut, en fait, enfin dans leurs instituts respectifs, qui pourtant se passe en fait l'année de la majorité de l'aîné. Donc sur quelques mois, parce qu'en fait, donc ils sont appelés le 31 décembre de cette année-là, donc ça se passe sur quelques mois, l'année de sa majorité. C'était très long en fait, très très long de suivre leur formation de chaque côté. Très long, vraiment trop long. Et ensuite on passe à la traque, à l'appel, en fait ça s'appelle l'appel avec un grand A, quand elles doivent se chercher dans une espèce de vaste ville désaffectée au Kosovo, enfin dans l'ex-Kosovo parce que voilà ça ressemble plus à ça. Pareil, trop long, on est dans une espèce d'Hunger Games. Pareil, c'est pas très original, c'est plus très original maintenant de faire ça.
une espèce d'Hunger Games, mais c'est seulement l'une contre l'autre en fait. Donc il y a plein de pères comme ça, d'enfants, enfin d'ados, qui doivent se traquer, mais juste tuer leur frère ou leur sœur en fait. C'est pas comme dans Hunger Games où il y en a qu'un qui survit parmi tout le monde. C'est là, c'est chaque binôme doivent s'affronter. Donc elles doivent se traquer et la traque est hyper longue. C'est super long. C'est hyper long parce qu'en plus c'est chacune de leur côté. Elles vont, on les voit en fait chercher des planques, voir comment elles peuvent trouver de l'eau, etc., etc. Moi j'aurais préféré qu'elles se rencontrent assez vite, qu'elles commencent à se fighter, etc. Quitte même ensuite à ce qu'elles se séparent, et puis le temps de soigner leurs blessures, j'en sais rien, et puis qu'elles se retrouvent, blablabla. Bla bla bla. Là c'est une traque très longue, très longue. Et après il se passe quelque chose. Beaucoup de longueur. Trop de longueur à mon goût. Mais bon. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je suis pas sûre de lire le tome 2, malheureusement. On verra bien. Voilà. Eh bien écoutez, messieurs, dames, c'était ce petit point lecture spécial Plib. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Je vais essayer d'être un peu plus régulière là pour cette prochaine année scolaire. Voilà, j'ai pris un peu mes marques dans mon nouveau travail. Et puis, je vais essayer de lire un peu plus. Je vous prépare une vidéo spéciale manga. Voilà, les recommandations de mon amoureux. Et puis, voilà. On se tient au courant pour les prochaines vidéos, n'est-ce pas, hein? J'ai vu qu'il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui sort bientôt aussi. Je vais peut-être faire une palle que je ne vais pas respecter, comme d'habitude, mais on verra. En tout cas, grâce à cette vidéo, j'espère que vous avez compris que je vais voter pour